quand tu parles de sexe, en fait, tu fais face à beaucoup de traumas et à toutes les misères, quelles qu'elles soient, du côté des hommes comme du côté des femmes. Tu te le prends de plein fouet, oui. Oui, il est question de cul dans ce nouvel épisode. Bonjour, bienvenue dans Essaye encore, le podcast qui dédramatise l'échec, épisode 35 qui va débuter dans quelques instants avec une nouvelle invitée. Juste pour rappel, dans l'épisode précédent, j'ai reçu Andrea Navrotescu. Elle est membre de l'équipe de France du jeu d'échecs et on avait parlé donc de la compétition, évidemment de la pression qui va avec et puis de ce milieu un peu machiste. Si tu n'as pas encore découvert l'épisode et puis les plus de 30 autres, n'hésite pas, c'est dispo sur toutes les plateformes de podcast bien sûr, ainsi que YouTube. Je suis pas à jour mais ça va venir. Il y a un compte Instagram aussi, dispo pour suivre tout ce qui se passe, ça s'appelle Essaye encore podcast, c'est simple. Voilà, et puis un petit mail aussi que je t'envoie régulièrement dans ta boîte mail pour te tenir informé de tout ce qui se passe autour du podcast. Allez, épisode donc 35. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Flore Chéry, experte en sexualité. Ouais, carrément. En gros, en 2014, un petit peu à l'arrache, elle se retrouve à vendre des sextoys à domicile, un petit peu comme on vend des super boîtes en plastique pour mettre de la bouffe dedans, sauf que les boîtes, elles ne vibrent pas. Toute sa carrière aujourd'hui découle finalement de ce moment-là. Flore, c'est une pro du business autour du sexe. Elle a créé des apéros littéraires érotiques, un salon de la littérature érotique, un bar à fantasmes au cœur de Paris, avec des gens presque tout nus dedans, et même un site internet où il y a des méchants monsieur qui peuvent venir t'enlever et t'attacher juste parce que ça te fait kiffer. Ouais. Alors au menu de cet épisode, de la physique, chimie, des maths et du cul, des traumas, de la peur et de la honte, et puis de la remise en question aussi. Une mauvaise note au bac quand tu t'y attends pas. Plus jamais Rabelais. Alors jamais, plus jamais, on vous dit pourquoi. Un regard sur l'école aussi, ce qu'on y apprend mal, ce qu'on n'y apprend pas aussi. Macron, Le Pen, Zemmour, on est entre deux tours. Et son roman érotique, tout frais, tout neuf, ça vient de sortir, ça s'appelle Matriarchie, c'est dispo aux éditions des Musardines. Et évidemment, on en parle aussi. Alors ça commence maintenant. Mon invité, c'est Flore Chéry. Bienvenue dans Essaye encore. Eh ben bonjour Flore, bienvenue. Bonjour Geoffrey, merci. Ben de rien, j'ai une seule question, la vraie qui est prévue à ce podcast, c'est qui es-tu? On va commencer par le début. Qui je suis, je me définis de cette façon-là parce que c'est la plus simple. Flore Chéry, experte en sexualité. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, je dis experte parce que, mais en sexualité. Je dirais plus en business autour de la sexualité qu'en sexualité à proprement parler, si ce n'est que quand le sujet touche au sexe, qu'il s'agisse de la biologie, du contexte législatif français, des business models autour de la sexualité, très souvent, j'en sais plus que 99% des gens. Donc, au bout d'un moment, je me définis comme experte. Sujet, voilà. Expert, voilà, que ce soit culturel, etc. Voilà, j'ai je pense même une vraie passion autour de ça qui fait que j'ai des connaissances ou des références qui sont plus développées que la moyenne sur ces sujets-là. Je crois que on a déjà la phrase que je laisserai en extrait, c'est Flore, experte en sexualité. Bah, ça me va très bien. Les gens vont venir cliquer, je pense. Plus sérieusement, comment t'es venu justement à ce sujet? Alors non seulement c'est la sexualité, mais ensuite sur cet angle-là de la sexualité pour le coup. En fait, j'ai fait beaucoup de petits jobs étudiants quand j'étais jeune parce que j'étais intéressée par plein d'activités très différentes et il y en avait un qui était le job de vendeuse de sextoys à domicile, dans les enterrements de vie de jeunes filles très souvent. Et c'est vraiment le job étudiant qui m'a plus plu, qui m'a même plus plu que mes propres études, parce que j'avais un contexte professionnel où déjà je me sentais à l'aise et plus à l'aise que la plupart des jeunes femmes avec qui je parlais de sexualité, que j'apprenais très vite, que j'étais fascinée par ce monde-là, mais surtout que je me sentais utile, c'est-à-dire que lors de mes réunions, les jeunes filles qui allaient se marier ou leurs amis étaient très à l'affût de mes conseils, très attentive, me remerciait chaleureusement à chaque fois que je partais, quand elles me laissaient partir, parce que certaines, elles me retenaient un peu à la fin en me posant plein de questions sur leur sexualité et en me demandant plein de conseils. Donc j'avais de la reconnaissance, j'avais une curiosité personnelle et puis je faisais face aussi à un constat qui est que je te parle de ça en 2014 parce que j'ai vraiment commencé en 2014. La plupart des jeunes filles, soit qui allaient se marier, soit qui étaient
amis proches ne parlaient pas de sexe, voire même avaient peur du vocabulaire autour de la sexualité, voire même avaient des traumas sexuels. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il y en ait autant, que ce soit si nombreux, que je trouve des parades pour pas dire les mots masturbation, pour pas dire les mots pénis, tous ces mots-là, j'avais un langage très imagé pour pas que ça soit trop frontal, et quand bien même c'était pas frontal. Mais ce langage-là venait par rapport à je ne veux pas froisser les gens qui m'écoutent. C'est pas toi qui avais ce langage-là. Toi, non, mais il y avait une pudeur. Après, non, c'était pas tabou, mais c'était très intéressant parce que j'ai dû former, au bout d'un moment, je suis entrée dans la boîte et j'ai dû former des animatrices et même moi, en faisant des enterrements, les enterrements des jeunes filles ou l'animation, je me positionnais très différemment en fonction du groupe de filles que j'avais face à moi. Il y en avait qui étaient très pudiques, il y en avait d'autres qui l'étaient moins, il y en avait qui me voyaient vraiment comme une prestataire de service, donc je restais vraiment à distance. D'autres qui voulaient absolument que je boive un verre avec elles et que je sois leur copine, donc je jouais aussi cette connivence. Ça m'obligeait à me positionner différemment, mais très souvent je voyais bien que elles étaient copines entre elles et que il y avait un problème, vraiment un problème sérieux à parler de sexe. C'est-à-dire que ça créait une hystérisation des discussions de parler de sexe. Tout de suite, c'était dans les extrêmes. Beaucoup de jeunes filles avaient des préjugés très ancrés, très fermés, très précis sur le sexe, de ce qui était bien, de ce qui était mal, sans nuance, alors que je pense qu'elles étaient nuancées sur plein d'autres sujets, mais quand ça venait au sexe, c'était soit ça c'est pas bien, ça c'est caca, ça faut pas faire, ça... Ok. Ou alors ça c'est nul. Si le mec il te propose ça, c'est qu'il te respecte pas. Si tu fais ça, tu te respectes. Ok. Ouais, les idées très arrêtées pour finir. Ouais. Et qui vient de quoi alors, d'un problème justement d'éducation sur ce sujet-là? C'est ça, un manque d'éducation et puis je pense qu'il y a une peur, alors peut-être du côté des femmes, mais il y avait une vraie peur de ce que c'était la sexualité, de ce que ça représentait comme une forme de menace. Et finalement de ne pas vouloir regarder la menace entre guillemets dans les yeux que représentait la sexualité ou leur absence ou l'absence de sexualité, puisqu'il y a une forme de pression et je pense qu'elle existe encore toujours aujourd'hui sur ce que doit faire ou non une femme au lit. Alors évidemment ça diffère selon les époques, les cultures, les personnes, etc. Mais il y a quand même cette pression qui est là, qui est portée par soit des médias féminins, soit des parents, soit les amis, soit le petit copain, qui vont expliquer à une femme comment elle doit ou non se comporter au lit et quelque part les femmes ont ça en tête et ne s'autorisent pas grand chose finalement qui sortent de ce carcan-là. Il faut une vraie force pour vivre son intimité en toute liberté, en tout cas quand on est une femme. Et dans le toute liberté, je mets aussi savoir dire non fermement, sans discussion et en refusant la pression extérieure. Ne serait-ce que savoir dire non pour une femme, c'était compliqué. Donc j'ai beaucoup eu de témoignages de femmes qui me disaient mon petit copain il me force à faire ci, à faire ça, mais je veux pas. Faut dire non. Et c'est très compliqué de dire non, et je le sais. Bah oui, mais quand tu rends du travail, du coup, toi, en plus, t'as cette information-là. Après, tu gères avec ça. Tu sais qu'il y a quelque part une femme qui, du coup, dit oui alors qu'elle voudrait dire non, et ainsi de suite. Oui, évidemment, je fais face à beaucoup quand tu parles de sexe, en fait, tu fais face à beaucoup de traumas et à toutes les misères, quelles qu'elles soient, du côté des hommes comme du côté des femmes. Tu te le prends de plein fouet, oui. Ça, c'est évident. Je pense que j'ai un des rares métiers où je suis si proche de l'intimité d'autant de personnes, où tout d'un coup les discussions sont extrêmement intimes, alors que je suis une totale inconnue. Et oui, il y a une forme de violence, mais je trouve qu'elle est partagée chez les hommes et chez les femmes, ou une forme de détresse parfois, ou une forme de misère. Je peux même mettre ce mot que moi je comprends. Comme étant le symptôme d'une méconnaissance sur nos sexualités. Vraiment avant tout, une méconnaissance, d'un tabou, d'une non-envie de parler, non-envie de tout savoir, parce que le sexe fait peur. Moi, ça a été ma conclusion. Je me suis dit, ok, donc pour qu'on en arrive là, pour que ce soit aussi hystérisant de parler de sexualité, c'est que le sexe fait peur. Il fait peur aux femmes, il fait peur aux hommes aussi, parce qu'il y a tout le fait d'être puceau, de pas avoir d'expérience, etc., qui pèse aussi sur la sexualité des hommes. Donc et ça pour le coup quand tu étais vendeuse de sextoys à domicile, c'était principalement un public féminin ou les hommes étaient aussi au rendez-vous? Non, moi c'était que pour les femmes, qu'entre femmes, il y avait pas d'hommes tolérés. Et j'ai trouvé ça chouette de commencer par les femmes, ça m'a vraiment les hommes c'est totalement différent, puis c'est des problématiques totalement différentes, mais ça a été bien de commencer par les femmes parce qu'il y avait une forme de
déjà d'empathie, parce que je me suis dit mais je pourrais totalement être à leur place et peut-être que si j'étais élevée dans un autre contexte, j'aurais eu du mal avec ma sexualité. Et puis une envie de me battre pour, j'allais dire mon camp, mais c'était un petit peu ça, de me dire mais non, je peux pas laisser comme ça, sans rien faire, des problèmes qui me semblent être des gros problèmes de société, sans avoir essayé en tout cas de me battre dans ce monde-là. Donc c'est comme ça que de fil en aiguille, bon déjà j'ai été embauchée par la boîte qui vendait des sextoys. Au départ j'étais simple vendeuse, puis je me suis fait embaucher. Puis de la boîte, comme on est censé parler d'échec, là c'était aussi un échec. Le business model, mais je le sentais, c'est pas moi qui le dirigeais, hein. J'avais des boss au-dessus de moi. T'es pas bon, était pas viable. Donc au bout de 6 mois, la boîte, elle a fermé. Mais moi, 6 mois, ça a été suffisant pour moi pour me construire un réseau. Commencer en parallèle, c'était dans le cadre de cette entreprise, c'était l'apéro littéraire érotique. Donc, c'était un moyen pour nous de fédérer les jeunes filles qui avaient déjà fait des enterrements de vie de jeunes filles. Sauf qu'au final, je me suis retrouvée avec tous les libertins, gens du milieu BDSM de Paris. Et donc, ça m'a permis de vraiment construire un réseau, d'aller à leurs soirées et venir à mes soirées, pour derrière un réseau qui a intéressé les médias, et c'est comme ça que j'ai commencé après chez Femme Actuelle, puis chez Union, et j'ai plutôt continué dans une carrière médiatique, ce qui m'allait très bien puisque j'avais, je pense, beaucoup d'idées, à beaucoup de choses à dire en tout cas sur la sexualité. Bah oui. Et le journalisme, j'ai trouvé un vrai écho. Mais c'est une des activités parmi d'autres. Et puis j'ai continué évidemment les apéros littéraires érotiques. Maintenant c'est les écrits polissons, ou le salon de la littérature érotique, parce que t'as créé énormément de choses depuis. Ouais, ouais, mais tout est parti de ça. Donc, si tu veux, par exemple, l'échec de la boîte qui s'appelait les plaisirs de cerise à cette époque, c'est pour ça que je m'appelais Fleur Cerise à une époque, puis maintenant je m'appelle Fleur Cherry. Version internationale, s'il vous plaît. Non, c'était bon, ils voulaient plus que je m'appelle Cerise, mais tout le monde m'appelait Cerise à cette époque-là, donc ils m'ont dit si tu représentes plus la boîte, on veut plus que tu t'appelles Cerise. J'ai fait je vais m'appeler Fleur Cherry. Voilà. C'est bon, on l'a trouvé. Donc c'était un moyen de marquer la rupture et de dire que je travaillais plus pour cette boîte, mais oui, c'était pas vraiment le côté international et si je pouvais rechoisir un pseudo, je pense que je choisirais pas forcément celui-là. Mais maintenant, c'est un peu tard. Je suis connue sous ce nom-là, donc je vais continuer ma carrière sous ce nom-là. Et puis voilà, je serai une petite cerise, c'est parfait. Bah oui, c'est très bien, une petite cerise. Bon, de temps en temps, il y a un noyau, mais bon, tout va bien. Voilà. Du coup, c'est parti quand même d'un job étudiant, tout ça. Ta vie d'aujourd'hui découle d'un job étudiant. C'est ouf. Ouais, en fait, ma vie d'aujourd'hui découle d'un message d'un de mes potes qui me dit on cherche une vendeuse de sextoys en urgence, qui a envie, avec un message commun avec plein de mes collègues étudiantes dedans, et moi je l'ai dit grave. Et j'ai été la première à répondre grave. Et voilà comment du jour au lendemain je me suis retrouvée vendeuse de sextoys, et en plus ça a complètement à l'arrache, avec une nana qui débarque chez moi en m'expliquant les sextoys la veille pour le lendemain, et moi qui le lendemain me retrouve avec des boules de geisha et un canard vibrant dans la main, et qui explique à quel point c'est fabuleux. Mais c'était formidable. Mais j'avais envie de ça, et tout de suite j'ai fait plein de recherches sur les produits, j'ai peaufiné mon discours, je me suis dit mince, je vais avoir plein de questions, il va falloir que je sache y répondre, et j'ai compris que ça faisait écho à beaucoup de choses, peut-être en moi. Alors aujourd'hui, donc on le disait, t'évolues dans le milieu, on va dire, du journalisme au sens très large, dédié du coup, on va dire, à la sexualité là aussi large. Et tu viens de sortir, je le disais en intro, et on va y revenir, j'imagine, tout à l'heure. Tu viens de sortir un bouquin, un roman cette fois, c'est complètement une histoire fiction. Oui. Pour quelqu'un qui a eu une très mauvaise note au bac de français, c'est quand même là aussi assez original. Oui, je le prends pas comme une revanche forcément, puisque c'est pas forcément une revanche, mais j'avais déjà ça qui me trottait en tête, comme on parle de l'échec et comme tout est autour de ça, qui est que j'ai eu, et c'est pas la première fois, mais ça c'était une des fois les plus emblématiques, des erreurs de diagnostic, et je l'interprète comme ça, et c'est peut-être un petit peu ça manque peut-être d'humilité de dire une erreur de diagnostic parce que j'ai une mauvaise note en français, mais je l'ai vraiment interprété comme ça. C'est-à-dire que j'étais déjà bonne élève, j'avais un bon niveau en français. Le jour du bac, j'ai eu une très mauvaise note. Et pourtant, j'ai déménagé récemment, je suis retombée sur mes copies de français, et puis je vois que j'ai un bon niveau, que je sais écrire, que je fais pas trop de fautes d'orthographe, que j'arrive à varier mes tournures de phrases, que mes verbes sont riches. C'est pas il y a écart à toutes les phrases, quoi.
Voilà, en effet, et les cependant, enfin, voilà, j'arrive à développer des idées, etc. Donc je me dis bon, j'avais un niveau en français, et comment est-ce possible qu'une personne ne s'en rende pas compte que la jeune fille qui a écrit 4 pages, 4 copies doubles sur un sujet, même si je suis sur le fond, peut-être que je pense que la mauvaise note vient du fond de ce que j'ai écrit. C'était Gargantua de Rabelais. Hein, j'ai encore le traumatisme en tête. Depuis, je ne le lis plus. Je n'ai jamais relu d'ailleurs. Je n'ai plus jamais relu Rabelais. Oui, puis en plus c'est chiant. Rabelais, c'est un vieux français. C'est chiant en plus. Mais bon, j'ai dû sortir de. Bon, je sais pas. Sur le fond, certainement que il y a dû avoir des erreurs, certainement. Mais sur la forme, et c'est un petit peu ce qu'on me demande quand c'est du français, sur la forme, je pense que je devais me défendre en tout cas. Et j'ai trouvé ça quand même choquant que on puisse sanctionner à ce point-là une personne en se disant bah voilà, en français tu vaux ça, c'est nul, t'es nul, alors que finalement ça ne reflète pas du tout ma capacité à m'exprimer par écrit. Peut-être le fond, peut-être, j'en sais rien. Ça ne reflète en même pas temps, là-dessus. t'étais au bac, quoi. Hein. C'était pas on n'a pas la capacité de réflexion qu'on a aujourd'hui nécessairement. Oui, mais évident. je pense que j'étais pas stupide non plus. Non, bien sûr. On est des ados, et quoi. surtout que j'étais bonne élève, et j'étais bonne élève. Et donc quand je reçois ça, je me dis juste que bon, j'accepte évidemment la note. Ça a été très difficile, mais j'avais quand même en toile de fond les adultes, puisque j'étais encore mineure. Les adultes ne sont parfois pas compétents, pas capables de noter correctement. Ouais. Mais je me suis dit, si ça se trouve, il y a 2 options. Soit les adultes sont incompétents, soit si ça se trouve, je suis mauvaise en français et je n'ai pas un très bon niveau, je n'ai pas un aussi bon niveau que ça. Tu doutes toujours quand t'es jeune. Tu sais pas vraiment comment. Bon, même après, tu sais en même temps. Et même après, on sait jamais se situer. Mais j'avais quand même ce truc en tête. Et c'est vrai que, bon, et donc après, j'ai fait des études très scientifiques. J'étais très bonne en maths et en physique-chimie. Et heureusement, j'ai eu des excellentes notes dans ces matières-là au baccalauréat. Et comme j'avais une filière scientifique, j'ai eu quand même des très bons résultats au bac, sauf en français. Ouais. Et à l'oral de français aussi, où je suis pas très bonne. Et aujourd'hui, je suis chroniqueuse radio. Je pense que je me débrouille. Je pense que je m'exprime très bien quand je fais des prises de parole dans les médias ou dans des événements. Enfin, je pense que je n'ai pas vraiment de problème m'exprimer à l'oral. Mais j'ai pas une bonne note non plus. Comme quoi. Et j'ai pas eu une bonne note, et ça peut s'expliquer, ça c'était d'une autre façon, c'est que je pense que la personne a cru que je trichais à un moment parce que j'étais allée chercher un brouillon. Bon bref, tout était un peu compliqué, mais j'ai eu une remarque. Et m'a fait une remarque sur qu'est-ce que vous cherchez dans votre sac. J'ai dit je cherche. Non, c'était ridicule. C'est la 2e fiche. On devait avoir une fiche pour soi, une fiche pour le professeur. J'avais sorti ma fiche pour moi et j'avais oublié de sortir la fiche pour le professeur, et donc je suis retournée chercher ma fiche, et donc je me suis fait interpeller à ce moment-là. Bon bref, il y a eu un doute sur le fait que je triche ou pas, et je pense que j'ai eu 10 la moyenne, quoi. Ouais, j'allais te demander du coup la note. Du coup 10, voilà, qui était bon, ça se trouve elle a triché, donc on va lui mettre le plancher. Le minimum, quoi, disons. Ouais, minimum pour qu'elle ait son oral, mais si ça se trouve elle a triché. Donc je l'ai aussi interprété comme ça, parce que je prenais aussi la parole, parce qu'on a des petits exercices de prise de parole en face de la classe, et je voyais bien que je savais m'exprimer, que je me défendais bien, et que souvent je me défendais mieux que les autres. Oui, parce que à cet âge-là, c'est vrai que dès qu'il faut parler devant la classe, il n'y a jamais personne. Hein. Donc là, toi, t'étais déjà à ce moment-là plus à l'aise, quoi. À l'aise. Ouais. J'étais à l'aise. J'ai évidemment gagné d'expérience avec le temps, mais j'étais déjà relativement à l'aise. J'avais aucun problème à faire un exposé devant toute la classe, et à m'exprimer clairement, et à être intéressant. Enfin, voilà. Je pense, hein, sans encore une fois, mais oui, voilà, c'est ton analyse aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est mon analyse d'aujourd'hui. Je pense pas que j'avais de réels problèmes avec ça. Et en tout cas, on peut avoir des gens qui vont sanctionner en disant bah non, toi t'es nul. Et donc j'ai continué dans les maths et la physique. Rien à voir. Et je donnais en parallèle des trucs de sextoys. En parallèle, moi, je donnais des cours de maths et de physique. C'était vraiment ma passion à des terminales S, puisque j'avais poursuivi mes études supérieures dans ces domaines-là. Et donc, j'étais très à l'aise, même dans des premières ou deuxième années de licence, en maths sup, maths spé, je donnais des cours de maths et de physique-chimie. Et j'adorais ça à des jeunes gamins. Et je pense que d'ailleurs, si ça n'avait pas marché dans le sexe, je serais aujourd'hui dans ces filières-là, parce que je m'étais passionnée pour la pédagogie, surtout autour du baccalauréat, autour des maths et de la physique, parce que je trouvais à l'époque aussi qu'on expliquait très mal les maths et la physique aux jeunes qui allaient se lancer, et qu'il y avait des façons très différentes de l'apprendre. Et je faisais ça en parallèle, quoi. Finalement, tu t'es dit tout ce qui est mal expliqué, moi je vais venir l'expliquer mieux, quoi, c'est ça. Ouais, mais alors le sexe, c'est pas que c'est mal expliqué, c'est que c'est pas expliqué du tout.
Donc là, déjà, on part de zéro. Et alors, les maths et la physique, c'est un autre sujet. C'est que on est face à une éducation qui, je trouve, peut-être qu'elle a un peu changé aujourd'hui. Je suis moins un jour, hein. Ça fait 10 ans que je donne plus des cours de maths et de physique. Non, même moins. Ça fait 7 ans, je crois, que j'ai arrêté avec ma dernière étudiante. Mais bref. Mais non, c'est qu'on est face à des professeurs qui sont parfois vieillissants et qui ne prennent pas la peine de se former et qui ne prennent pas la peine d'avoir des outils pédagogiques adaptés aux jeunes. Et quand on s'intéresse vraiment, quand on fait du cours particulier, donc ce que je faisais, on se rend bien compte qu'un jeune réfléchit très différemment de l'un à l'autre. Mmh. Et moi, ce que je faisais toujours quand j'en rencontrais un jeune, c'est de savoir ce qu'il savait déjà. Parce qu'en fait, si t'es en maths ou en physique, en particulier en maths, t'es obligé d'utiliser des outils que la personne connaît déjà. Si elle connaît pas les additions, ça va être difficile de lui expliquer des choses compliquées. Il faut déjà revenir à la base. Et donc, il faut déjà se miser sur ce qu'a déjà compris et les acquis de l'enfant ou du jeune pour après lui apprendre d'autres choses. Et les maths ne sont pas du tout appris de cette façon-là. Enfin, tout le monde s'en fout. Et on apprend des espèces de théorèmes à la con par cœur, avec des démonstrations de théorèmes très compliquées avec un langage mathématique que personne ne maîtrise. Et t'as des professeurs qui notent ça sur le tableau, ils demandent aux élèves de tout recopier sur leur feuille et ils leur disent vous faites l'exercice 6, page 13. Enfin, je sais pas, je me dis bon, il y a quand même d'autres façons de comprendre. Et moi, j'ai été très peinée. J'étais bonne en maths et en physique-chimie, mais j'ai fait des efforts pour ça parce que je comprenais rien en cours, comme tout le monde, et que j'ai été obligée de traduire tout ce qui a été expliqué à l'oral, de le traduire dans ma chambre le soir en me disant ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il disait ça, ouais. Qu'est-ce que c'était, etc. J'ai dû le traduire avec mes mots à moi, avec un langage beaucoup plus simplifié, avant d'arriver à comprendre c'était quoi la démonstration du théorème. Ouais, non, mais je me rappelle aussi à des niveaux moins, parce que j'ai pas fait S, mais effectivement, dès que ça parlait de maths, je comprenais rien en cours et il fallait que je passe par la phase exo et reformulation pour appliquer la chose. Et là, ok, c'est bon. C'est ça qui était... Mais oui, et ça devrait être la base, en fait. On devrait commencer comme ça. Et après, on fait la leçon, on va dire, théorique, qui théorise tout ce qu'on comprend par la pratique. Voilà, c'est ça, exact. Et notamment, moi, j'ai compris beaucoup les maths par la physique-chimie. Il y a des choses, les équations différentielles par exemple, c'est très compliqué à comprendre. Les équations différentielles, c'est quand dans la même équation, il y a sa fonction et soit sa primitive, soit sa dérivée. Ça n'a aucun sens expliqué comme ça. Sauf quand tu fais de la physique-chimie et que tu comprends que dans tel circuit, là, il puisse y avoir un intérêt à avoir une équation différentielle et à résoudre une équation différentielle. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Sinon, on comprend rien. On se dit, mais pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ils font ça? Et donc, et c'est pareil, j'expliquais beaucoup les logarithmes aux jeunes avec l'acoustique, en leur expliquant, parce que en acoustique, on utilise beaucoup les logarithmes. Sinon, un logarithme, compter en base 10, ça n'a aucun sens, je peux le dire aux gens. Vous pouvez compter en base 10, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et si tu le ramènes à l'acoustique et tu l'expliques avec la façon dont l'oreille humaine entend les sons, là, tu comprends l'intérêt d'avoir un logarithme. Voilà. Et ça, avec tout, en fait, la physique, en tout cas pour moi, la physique m'a beaucoup aidé à comprendre l'intérêt des mathématiques et à maîtriser, en fait, les outils mathématiques. T'as déjà mixé les deux cours, genre tu t'expliques comment fonctionne un canard vibrant, puis ensuite un théorème? En fait, j'ai déjà fait un dossier sur les mathématiques du sexe. Évidemment, je suis fan. Il y a une nana aux États-Unis qui s'appelle Anna Fry qui avait sorti les mathématiques de l'amour. C'était beaucoup de statistiques sur à quel moment tu dois t'arrêter dans ta recherche de partenaire sexuel. Normalement, c'est au bout de 3. C'est-à-dire que le 3e est censé être bien. Et elle fait ça avec des statistiques en disant, en fait, le meilleur, tu vas le rencontrer à peu près à tel moment de façon statistique. Il est rare que tu rencontres ton meilleur partenaire au 10e, en fait. C'est très, très, très rare. Normalement, on le retrouve entre le 3 et le 4. Et bon, bref. Et elle avait fait comme ça plein de schémas, souvent de statistiques, mais pas que d'ailleurs, sur la beauté du visage, sur les rencontres amoureuses, et puis après plein d'autres petits trucs. Donc oui, j'ai déjà réussi, c'est ma grande fierté, à mélanger les mathématiques et le sexe. Mais c'est tiré par les cheveux, ça n'amuse que moi. Je crois que ça n'intéresse personne. C'est-à-dire qu'après, dans l'application concrète, un sextoy, c'est quand même plein de circuits imprimés pour faire fonctionner ce petit engin-là. Donc, quelque part, ça se tient, non? Voilà. Non, mais bien sûr, il y a de la techno. Non, mais il y a de la vraie techno qui arrive maintenant.
Maintenant, la techno, il y a une différence entre apprécier les mathématiques et la physique, qui sont une sorte de langage commun de l'universel et du monde, et comprendre la techno, qui est un objet culturel humain dans lequel je peux être très vite larguée. Et j'ai fait des cours d'électronique et des machins, mais je vais pas rentrer dans tous les détails. La techno, je peux être parfois un peu larguée, bien sûr. Bon, par contre ça pointe, là on rigole un peu évidemment, mais ça pointe quand même, ça rejoint, je pensais pendant que tu m'expliquais ça tout à l'heure, une interview d'Alexandre Astier que j'ai vue il y a pas très longtemps, qui parlait de l'éducation au sens général, et qui expliquait qu'en effet à l'école en fait on s'y prenait mais comme des manches, parce que lui défend l'idée qu'un enfant, c'est pas possible qu'un enfant ne veuille pas apprendre quelque chose en fait. Il est fait pour apprendre des choses. Et dès qu'on lui amène, comme on les amène les choses à l'école, là ça devient bloqué et on n'y arrive pas. Et puis après il y a les notes qui viennent sanctionner. Et dans ton cas pour le coup, on voit bien que ça peut être problématique. Justement, comment tu as réagi? T'as dit tu te sentais bon élève. Puis là t'as ce 10 qui vient comme te donner le fameux c'est pas devis que t'as employé tout à l'heure, j'ai oublié le mot, diagnostic, voilà, le fameux diagnostic. Tu te dis peut-être que finalement je suis pas si bonne que ça. T'as douté et tu t'es remise en question. T'as perdu du coup de la confiance derrière. Oui et non, parce que je voyais bien que je savais bien rédiger mes mails, et on doit quand même utiliser le français dans la vie courante, et je voyais bien que ça marchait. Tu t'es dit accident de parcours, quoi. C'est l'autre qui a pas compris. Mais je me suis dit peut-être que je ne suis pas faite pour performer là-dedans, et comme dans ton travail t'es censé performer, je me suis dit si tu pars avec des mauvaises notes en français, en tout cas au bac, va pas performer, va pas te lancer dans ces filières-là, parce qu'il y a des gens qui performent, il y a des gens qui ont des très 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 bonnes notes. Tu vas te retrouver chez Ken Hippocagne, de toute façon j'avais pas envie de faire du français. Tu vas te retrouver avec des gens qui performent là-dedans, donc tu seras pas dans les meilleurs, et aujourd'hui si t'es pas dans les meilleurs dans ton activité, ça va être compliqué. Donc je me suis dit va là où tu performes. J'étais très très bonne en maths, en physique. Et voilà, et puis après c'est des sciences un peu exactes, les maths, la physique, chimie, souvent il n'y a pas d'erreur de diagnostic réelle, parce que tu sais pas, après ça peut toujours arriver une erreur de calcul ou un moment d'inattention et de faire des bêtises, ça il y a pas de souci, mais souvent il y a une corrélation entre t'es bon en maths, t'as des bonnes notes, voilà. Alors que tu peux être, et là je me suis rendu compte, tu peux être bon en français, et je pense que ça allait, et avoir des mauvaises notes, ce qui était lunaire, quoi. Ouais. Bah oui, c'est ça. Et puis quelque part, ça se rejoint aussi. J'ai aussi du mal à comprendre ça. C'est que moi, je trouve que pour le coup, le français, c'est aussi des maths, en fait, mais avec juste autre chose que des chiffres. C'est-à-dire que tu prends la grammaire, c'est des maths de mots, quoi. Tu mets un sujet à tel endroit. C'est l'inverse. C'est les maths qui sont du français. Les maths, c'est du français. Enfin, les maths, c'est une langue. Les maths, c'est une langue vivante. En fait, moi, je le vois plutôt comme ça. Alors que le français, c'est, si tu veux l'écrire, par exemple, si t'écris un roman, ça dépend ce que tu fais d'ailleurs dans le français, parce que c'est un outil, c'est des mots qui ont un sens. Et puis ça dépend ce que tu fais avec du français. Par exemple, si j'écris un roman, pour écrire un roman, faut faire un peu de la peinture, c'est-à-dire que parfois, souvent, on va qualifier que tu écris un bon livre, enfin les gens vont dire il a du style, etc. Quand tu utilises de façon dosée un peu de peinture, c'est-à-dire que tu vas décrire un ciel bleu comme étant une grande étendue d'eau ou je ne sais quoi. Quand tu fais des petites métaphores, quand tu arrives à avoir un langage imagé, il faut que tu arrives à faire ça pour être bon en français, ça c'est la forme. Et pour être bon en français aussi, il faut du fond, c'est-à-dire qu'il faut souvent un autre truc qui s'appelle dire des vérités. Et si tu arrives à mettre des mots sur des vérités qui sont souvent un peu nébuleuses, c'est ça le principe des grandes citations. On a l'impression que les gens parlent très bien français, mais non, en fait, ils expriment juste avec une qualité de mots et une justesse de mots des vérités sur lesquelles on a du mal à mettre le doigt. Et c'est en ça que je trouve que c'est des maths, puisque c'est la même chose. Alors voilà, de dire des vérités. En fait, c'est très technique écrire. Je le vois. Moi, je suis on est pas mal dans l'humour au niveau du podcast. Ça se voit, on a reçu pas mal d'humoristes. J'aime beaucoup l'humour. Écrire des blagues, c'est technique. C'est un procédé suivi d'un autre dans une phrase très construite. Donc c'est des maths, c'est une équation. Ça peut, voilà. Si l'humour, mais c'est l'humour, c'est pas le français. C'est l'humour. Pour le coup, oui, en l'occurrence, c'est dans un style précis, mais. L'humour. Et je sais, j'ai déjà interviewé, donc Arnaud Demange, que tu as interviewé par ailleurs, et qui m'avait expliqué aussi la construction de son humour, et j'avais vu, que c'était très construit, et notamment, j'ai aussi écrit un livre sur l'écriture érotique, il y avait la contrepétrie. La contrepétrie, c'est un peu des maths, c'est très construit, et on peut construire la contrepétrie. L'humour, oui, c'est codifié, donc ça peut être des mathématiques. Mais je dirais pas que le français
Oui, en général, en tant que d'accord. tel Ouais. et mathématiques. Alors que les mathématiques, si tu n'arrives pas à le traduire en français, c'est qu'il y a un problème. Il faut arriver à traduire, c'est ça qu'on ne fait jamais, et c'est ça que les professeurs ne font pas, traduire quelque chose qui est absurde avec des x et des 3 et des logarithmes et des intégrales et des différentiels ou des machins en français, en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire ça égale ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu arrives à le traduire en français, c'est que c'est bon. Et normalement, c'est une sorte de grammaire aussi. Oui, voilà. Tu moi, je le perçois comme ça. À partir du moment où je me suis dit, ce truc qui n'a aucun sens, ce hiéroglyphe, en fait, je peux le traduire en français, et tu peux le traduire en anglais, tu peux le traduire dans toutes les langues, en fait, puisque c'est un langage universel, c'est fabuleux. Et donc, il faut faire de la traduction. Mais vraiment, la base, c'est, ok, je prends le problème de mathématiques et je fais de la traduction en français. Ouais. Numéro 1, pour que juste l'élève comprenne qu'on est en train de parler français, qu'on n'est pas en train de parler en hiéroglyphe et que c'est pas un truc chelou, c'est du français. Et après, le français, oui, ça dépend de ce que tu fais. Mais tu vois, le roman, c'est pas exactement comme l'humour qui peut être beaucoup plus, en effet, structuré. Ça, je l'entends parfaitement. Mais le roman, c'est plus un exercice compliqué entre tenir le lecteur en haleine et avoir une narration forte, arriver à placer tes métaphores au bon moment, au bon endroit sans être gonflant, arriver à dire quelques vérités sans que ça fasse lourdingue. Oui, il va y avoir une structure dans laquelle on est beaucoup plus finalement fluide, quoi. On est libre, il y a une liberté qui est énorme et il y a un équilibre à trouver qui est complexe. Alors justement, puisqu'on parle de livres, on peut donc avoir une mauvaise note et se sentir piqué vraiment et vivre ça comme un échec, et pour autant écrire un bouquin derrière. La preuve, ça s'appelle Matriarchie. Je prononce bien? Parce que j'ai toujours envie de le dire en anglais, je sais pas pourquoi. Je vois CH, j'ai envie de faire qui, mais enfin bon bref. C'est parce que t'as un nom en anglais. C'est ça va être ça. Mais donc, t'as sorti un bouquin, c'est alors un bouquin érotique pour le coup, ça, là aussi ça parle de sexe? Oui, parce que c'est ma marotte, parce que je me suis fait connaître en parlant de sexe, et puis j'écris beaucoup sur la sexualité, donc c'est vrai que je me sens à l'aise quand il y a des parties sexuelles, et comme c'est la Musardine qui a décidé de m'accompagner sur Matriarchie, c'était un petit peu dans le cahier des charges dédié à justement la littérature érotique. À l'érotisme, j'étais un peu contrainte dans le cahier des charges, mais je l'ai fait évidemment bien volontiers, de glisser ma matière première qui est donc les scènes érotiques, bien sûr. Après, moi, ça m'amuse. À la fois, ça m'amuse puisque j'aime bien écrire sur le sexe et sur la diversité des pratiques sexuelles. Et puis je sais le faire parce que je l'ai fait beaucoup et au bout d'un moment, on sait le faire. Mais j'aurais pu aussi ne pas le faire. C'était pas une obligation dans le livre. Je pense que le livre aurait pu être aussi fort sans avoir autant de scènes de sexe à l'intérieur. Mais il y en a. Bon, voilà, déjà, ça y est, on a envie d'aller lire. On va faire l'instant promo, du coup. Le bouquin, donne-nous un peu envie, allèche-nous, si j'ose dire. Du coup, ça raconte quoi? En fait, on peut le prendre par plein de prismes différents. On peut y voir juste une histoire d'amour et de sexe et on est déjà un peu servi. On peut être féministe et sensible à certains sujets que je développe dans le livre, même si je ne prends pas parti, parce que j'organise une sorte de débat. C'est des débats féministes, mais ça concerne d'ailleurs tout le monde, sur le rapport à la politique, le journalisme, puis après tous les sujets qui concernent les féministes, parce que c'est mon domaine d'expertise, la PMA, le fait d'être en famille monoparentale, la charge mentale, la répartition des tâches ménagères. Je parle aussi beaucoup du désir sexuel masculin, je parle du fétichisme, je parle de la castration chimique. En fait, il y a plein de sujets qui sont pour moi des sujets sociétaux qui se retrouvent dedans, du coup, ouais. Qui se retrouvent dedans. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu sortir un roman alors que je ne suis pas habituée au format roman, je suis plus habituée au format guide et sexo? C'est que il y a beaucoup de sujets de société que je voyais poindre sur, notamment portés par les féministes, mais pas que. Et c'est toujours, bon, parce que c'est militant, mais c'est toujours vu sous un angle unique, avec une sorte de wording autour de tout ça. En disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je résume un peu, mais c'est souvent ça. Et je me suis dit non, mais en fait tout souffre de contradictions et on peut nuancer tous les sujets qui sont posés sur la place publique. Et donc moi par exemple, en fait c'est même aller contre. Je voyais beaucoup Zemmour, par exemple, qui a un discours qui est très
En fait, je fais parler des féministes et des masculinistes un petit peu, d'une certaine façon. Zemmour, qui pourrait incarner pour moi un discours masculiniste, disait les hommes sont dans la conquête, et les femmes sont dans la douceur, dans la diplomatie, les hommes ils ont envie de baiser, etc., etc. Et donc je me dis ok, et lui il le défend de cette façon en disant donc les hommes sont mieux que les femmes. Je résume, je grossis le trait, mais globalement, c'est un petit peu ce qui ressort de son discours, dans notamment le premier sexe, et puis après sur ces débats de plateau télévisés. Donc ça, j'étais assez fascinée à un moment par ces mots grâce à ça, et je me suis dit mais c'est fou quand même qu'on puisse se dire que les hommes, partir du postulat, pourquoi pas, partons de ce postulat que les hommes ont envie de sexe tout le temps et qu'ils ont envie de conquête et qu'ils ont envie de pouvoir et qu'ils ont machin. Poutine, par exemple, voilà, ou Donald Trump, enfin, on a l'image un petit peu en tête, très virile. Comment est-ce qu'on peut défendre ces modèles-là? Comment on peut dire, ah, ces hommes-là sont conquérants? Comment on peut dire qu'ils ne sont pas plutôt soumis à leurs pulsions? Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas plutôt soumis aux femmes, puisqu'ils ont envie de les conquérir, donc celles qui détiennent le pouvoir, c'est les femmes, etc., etc. Et donc je me suis dit, mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, je suis pas d'accord avec la conclusion. Même si on part avec les mêmes postulats, je suis pas d'accord avec la conclusion. Oui, t'avais envie d'amener des nuances, en effet, sur tous ces sujets. Oui, voilà, sur tous ces sujets, et même les féministes. Je me dis, je suis pas tout à fait d'accord parfois avec les conclusions qui sont apportées. Et notamment, il y a un sujet qui n'est pas du tout évoqué, je trouve, par les féministes, qui est la question de ce que j'appelle, de ce que certaines appellent le female empowerment, c'est-à-dire le fait d'être femme te donne un pouvoir parfois sur les hommes, notamment celui d'être plutôt du côté d'être désirable qu'être désirante. Est-ce que c'est un pouvoir ou pas? Est-ce que, enfin voilà, je pose en tout cas cette question-là, qui n'est pas une question portée par les féministes, et pourtant, moi je la trouve intéressante. Et je me suis dit, elle mérite d'être à la table des discussions. La symétrie du désir mérite d'être à la table des discussions. Ça, et puis le fétichisme aussi, personne n'en parle, mais c'est un vrai sujet. Moi, je le vois beaucoup chez Sweet Paradise et dans les sociétés de réalisation de fantasmes, mais ça correspond à une réalité dont personne ne parle. Pourquoi certains hommes sont obsédés par les pieds? Je ne sais pas. Pourquoi personne n'en parle? Ah oui, alors ça, c'est une vraie question, c'est vrai. Mais non, mais c'est un vrai sujet de société, et ça, comme plein d'autres choses. Et donc voilà, donc j'avais plein de questionnements en tête, et le roman te permet d'une certaine façon de juste sensibiliser ou mettre une petite curiosité dans la tête des gens, puis après tu dis ok, je vous ai juste parlé de ce sujet-là. Est-ce que le désir entre les hommes et les femmes ont un désir asymétrique? Oui, non, je sais pas, faites-vous votre avis, mais je pose ça sur la table. Qu'est-ce que c'est la castration chimique? Est-ce que ça peut être une solution? Est-ce que c'est une solution de plus avoir de pulsions sexuelles? Je pose ça sur la table. Est-ce que finalement vouloir conquérir ou être assoiffé de pouvoir, c'est pas plutôt être assouvi à des pulsions et faire des choix débilos dans sa vie? Je pose ça sur la table. Est-ce qu'il n'y a pas une force à être empathique? Est-ce qu'il n'y a pas une force à être dans la diplomatie? Je pose ça sur la table. Voilà, j'évoque plein de petits sujets comme ça, et le roman m'a permis de faire ça, mais avec des personnages intéressants, profonds, avec une vraie histoire qui se suit, avec des péripéties, pas juste un essai. Oui, voilà, c'est ce qui permet justement de l'amener. Et puis pour le coup, c'est plus Fleur Chéri qui parle, c'est t'amènes les sujets et sans prise de position, effectivement, sans background avec. Ouais, ok, bah écoute, belle idée. Je suppose que c'est pas né comme ça en deux coups de crayon. Il y a eu forcément plein de versions et plein d'échecs là aussi sur la création de cette histoire. Après, si tu veux que je parle d'un échec, oui, Bon, tout a été un petit peu compliqué au départ parce que je voulais pas forcément m'orienter vers la maison d'édition La Musardine, mais fut un moment où je l'ai envisagé, et je leur ai transmis un manuscrit qui était pas fou, il était pas très très bien écrit, parce que je me suis dit à tort, bon, c'est La Musardine, ils vont me dire oui parce que j'ai déjà travaillé avec eux et que j'ai pas besoin de leur montrer quelque chose de construit. Et finalement, dans la première mouture, La Musardine m'a dit non, donc le refuse. Donc oui, ça a été un petit retour, une petite claque qui dit c'est vrai qu'il faut bosser. Un petit truc, et ils ont eu raison. Et là pour le coup, c'était pas une erreur de diagnostic. Là clairement, ils ont eu raison. C'était moi qui étais trop en confiance par mon ancienneté, et puis parce que aussi c'était un peu plus compliqué que juste leur balancer un truc un peu mal écrit. Il y avait aussi une autre histoire d'autres maisons d'édition qui m'avaient dit de changer 2-3 trucs. Bref, mais on s'en fout. J'ai quand même eu, je pense, une sorte de
pas de péché d'orgueil, mais presque, en se disant que ça allait passer, c'est pas passé. Il a fallu que je retravaille un petit peu, et de façon très humble et très modeste, je leur ai proposé une deuxième version, en leur disant, je sais, perdez peut-être pas de temps avec ça si vous n'avez pas envie et que vous avez un programme chargé. Maintenant, j'ai réécrit une deuxième version. J'ai pas envie de tout vous faire lire 2 fois de suite, mais si vous avez envie de vous y plonger, vous me dites. Et puis, ça a été un oui. Mais j'ai commencé par un échec. Voilà, un petit nom, la petite, le petit pic. Un petit nom, qui est pas plaisant, voilà. L'ego est piqué quand c'est ça, hein. Oui, après quand je distingue un petit peu ce que je fais de ce que je pense, c'est-à-dire que parfois je fais des choses, par exemple là ce manuscrit, je savais qu'il était pas très bien écrit, et bon, qu'on me dise en face c'est pas très bien écrit, je fais oui. Ouais. Quand je suis d'accord avec le diagnostic, j'ai pas tant de problèmes que ça. Je suis pas sûre que ça plonge l'ego. C'était plus moi qui me suis dit, au fait, t'as quand même une maison d'édition en face de toi qui est solide, qui va pas prendre tout et n'importe quoi, et qui travaille bien. Il y en a qui m'auraient dit oui, en fait, je pense, qui sont un peu plus faibles. Et là, c'est moi qui ai sous-estimé peut-être la rigueur et la discipline que m'imposait à juste titre, parce qu'ils font du très très bon travail, la Musardine. Donc là, ils ont eu raison, et j'ai plus eu honte. j'ai pas eu un problème d'ego. Je pense que j'ai ressenti un peu de la honte en me disant, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Oui. Pourquoi j'ai pas mieux fait? Bah, parce que là, sur le coup, je voulais que ça aille vite et trop vite et n'importe comment. Donc c'était moi qui étais fautive. Donc c'est plus de la honte. Ça, c'est pas la première fois que je ressens ce truc-là, mais voilà, ça peut arriver, mais en tout cas, j'étais évidemment d'accord avec le diagnostic. Ouais. Et c'est ce qui permet de revenir non pas avec de la colère ou du ressentiment, je pense qu'ils s'attendent beaucoup à ça de la part d'auteurs qui sont refusés, mais avec une forme d'humilité et de partage de diagnostic, en disant bah oui, je suis d'accord. C'était pas terrible. je sais, que voulez-vous que je vous dise? Vous avez raison. Voilà, on est d'accord sur ce point. Bon, très bien. Ça va permettre d'avancer, effectivement. Ça permet d'avancer, et puis ça permet de pas être dans la colère, dans le ressentiment. Chose dans laquelle je suis pas forcément, même quand j'ai des mauvaises notes au bac. J'ai été, je pense, choquée quand j'ai eu une mauvaise note au bac. Ça a été un choc, parce que ça a quand même été la première chose que je t'ai demandé. Alors, quels sont les échecs, et parce que ça a été, je pense que ça a été le choc le plus difficile, parce que inattendu, parce que je suis une très bonne élève, donc je ne m'attends pas à avoir une mauvaise note à mon bac, et que c'était la première note. Quand on fait, à mon époque, quand on faisait un baccalauréat scientifique, il y avait 2 années du bac, une année avec le français et l'autre année avec toutes les matières scientifiques. Donc c'était vraiment mes premières notes qui étaient, donc j'étais en dessous de la moyenne. Je commençais mon bac avec des notes en dessous de la moyenne, ce qui était avec des points de retard. C'était absurde de commencer mon bac avec des points de retard, surtout vu mon niveau le reste de l'année. Ouais. Donc c'était évidemment extrêmement choquant, mais j'en étais à un stade où pour la deuxième année, j'ai vomi. J'ai vraiment, pour entrer dans les détails, avant d'aller à mes bacs scientifiques, parce que je me suis dit tout est possible. Je peux être excellente et surperformer toute l'année, et le jour J, pour X raisons, soit parce que je me plante, soit parce que j'ai un correcteur qui fait son travail à l'arrache, je peux avoir une très très mauvaise note, et donc je pourrais tout rater. Ça n'a pas été le cas par la suite, mais j'ai eu une forme de stress énorme, au point de me rendre totalement malade. Donc oui, ça a été un petit trauma. Voilà, c'est pas, il y a rien de très grave. Mais comme là, je viens de sortir un livre, évidemment, il y a toujours ce truc de oui, rappelle-toi, il y a 10 ans, t'étais en train de vomir. Parce que c'est ça. Il y a quand même un petit coup, tu disais non tout à l'heure, mais il y a une petite revanche quand même qui est prise sur ce moment-là. Oui, non, en fait, je dirais pas le mot revanche, c'est une forme de confirmation, parce que quand bien même j'ai eu cette mauvaise note, c'est un petit peu ce que je disais. Revanche, c'est si j'avais une forme de colère ou d'aigreur. J'ai pas été dans la colère, j'ai été dans la honte, ça c'est sûr, parce que c'est toujours comme ça que je pense que je prends les échecs, entre guillemets, il y a une forme de honte, et une forme d'incertitude sur la vie, qui m'a fait très peur. Ouais. Donc il y avait de la peur et de la honte. Il n'y avait pas de la colère. C'est pour ça que je ressens pas une histoire de revanche, je ressens plus une confirmation, une petite intuition que j'avais quand même il y a 10 ans, qui est que j'avais une mauvaise note, mais que ça ne voulait pas dire que j'étais mauvaise en français.
parce que pour plein d'autres choses, j'avais des confirmations que j'écrivais bien et que j'avais un très bon niveau. Donc, et ça a renforcé ma petite intuition. C'est pas une revanche, mais ça renforce quelque chose que je pensais déjà et qui était difficile à penser, qui était, mais non, mais t'es pas nul et tu peux être même t'en sortir très bien en français et bien comprendre les choses. Donc c'est plus ça. L'histoire se recoupe un peu avec, on avait reçu Octavie Delvaux dans le podcast qui est publié aussi chez les Musardines, et pour le coup elle racontait aussi, c'est marrant, une histoire de problème de français, d'écriture et de prof. Mais comme quoi, non mais c'est cette matière, en fait je pense que c'est un problème d'éducation, et Alexandre Astier voilà, c'est ça, bien. Alexandre, si tu nous entends, viens quand tu veux. Il est formidable, mais oui, il y a un problème d'éducation, et le problème du français, c'est qu'on t'apprend pas à écrire de façon pertinente. C'est-à-dire que moi, j'écris très différemment mes mails, un roman, un article web. Encore heureux, oui, effectivement. Et tout ça mes textos, tout ça, c'est de l'intelligence de français, c'est-à-dire savoir manier la langue avec un niveau de langage très différent sur le support. Pour moi, c'est ça la vraie intelligence de français entre guillemets, et c'est pas du tout ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire plutôt de la littérature, c'est-à-dire il faut savoir replacer Victor Hugo, Rabelais par exemple, n'importe quel auteur dans un mouvement littéraire de merde, avec un verbiage et un jargon du français technique, en disant voilà telle et telle figure de style et gna gna gna. C'est pénible, et ça veut pas dire que tu as cette compétence, puisque le français pour moi ça reste une compétence, donc on te sanctionne sur tes connaissances techniques et culturelles sur la littérature, alors que la compétence est parfaitement maîtrisée et n'augure absolument rien pour le reste de ta scolarité. Donc c'est là où il y a un problème avec le français, alors qu'avec les maths, déjà, tu peux avoir des mauvaises notes en maths, être bon en maths quand même, dans l'absolu, mais souvent, déjà, c'est un petit peu plus lié. Mais je pense qu'il y a un problème de transmission dans les matières scientifiques de façon générale. Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre débat, en effet. Mais on est d'accord. Ce qui n'empêche pas de créer des choses. La preuve donc avec le roman Matriarchie, on le rappelle. Puis c'est pas la seule chose que tu as créée. Alors, on en a brièvement parlé. T'en as suggéré comme ça l'idée tout à l'heure. T'as créé aussi donc un site internet qui réalise des fantasmes. Et un lieu dans Paris, c'est ça, cabaret théâtre, un bar à fantasmes. Voilà, un bar à fantasmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suppose que là aussi il y a eu des bugs. Quand même pas commun comme sujet. Oui, il y a eu des bugs. Alors il y a eu des problématiques liées au Covid. Surtout dernièrement, surtout. Donc oui, ça on pourrait dire que c'était le plus compliqué. Maintenant, pour l'instant, on n'est pas en phase d'échec. Dans le premier My Sweet Fantasy, la réalisation de fantasmes, on a un business model qui fait qu'on ne peut pas être en échec puisqu'il n'y a pas de charge associée au business model. De toute façon, un business model, ça fonctionne mal quand les charges sont plus élevées que les bénéfices. Il y a rien que la rentrée d'argent. Donc, quand on tire pas de bénéfices, voire quand ça se casse la gueule, j'estime que c'est un échec. On va dire, si c'est ça, le baromètre de la réussite et de l'échec, en tout cas pour moi, je le place à ce niveau-là. Et donc, My Sweet Fantasy, la réalisation de fantasmes, on ne travaille qu'à la commande, donc c'est un business model qui est assez facile et qui ne souffre pas de l'échec, entre guillemets. Et on a eu des jolis reportages médias et des jolies commandes et des jolies prestations, donc j'estime que ça va, quand bien même il y a eu 1 an et demi d'inactivité à cause de la crise du Covid-19. Pour le bar à fantasmes, qui est tout récent, là on est en phase de lancement, donc c'est très difficile encore de juger. Si on regarde les retours des clients, sont plutôt positifs, donc on est assez content. On a eu aussi des jolis médias qui nous ont suivis dans le projet et qui ont trouvé ça sympa. Donc pour l'instant, et puis on a réussi à instaurer une ambiance qu'on trouve chaleureuse, bienveillante, etc. Économiquement, ça tient la route. On est quand même dans une phase où on ressort d'un Covid et donc il faut arriver à éponger ce que la crise a créé en difficulté et qu'on n'avait pas forcément anticipé à l'ouverture, enfin, moins anticipé que ce que c'était. Donc il y a ça à rattraper, mais bon, à part ça, non, on est assez content de ce qu'on a fait. Ça correspond à l'idée qu'on en avait. Évidemment que ça peut être mieux. Ça, c'est toujours ce qu'on se dit quand on crée quelque chose. Ça peut toujours être mieux. Et il y a une marge de progression. Maintenant, oui, je considère pas que c'est un échec. Puis il y a eu des jolies petites réussites et des jolis petits challenges qui ont été relevés. Donc pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Puis même si ça périclite parce que le business model finalement n'est pas bon,
je pense que ça a tellement appris en termes de, parce que c'est des métiers que je connais pas du tout. Enfin, faut avoir pour ouvrir un lieu à Paris, la croix et la bannière. Il faut avoir des permis d'exploitation, faire des formations à la sécurité, en cas d'évacuation, en cas d'incendie. Faut être expert sur les baux commerciaux. Faut savoir plein de choses très Elle est pas experte en sexualité, hein, Fleur Chérie, du coup. Donc, ouais, du coup, expert un peu en tout. Bah, je le fais. C'est un peu artisanal puisque c'est pas mon métier de base, mais oui, oui, je suis aussi censée respecter la chaîne du froid, mettre en place des protocoles d'hygiène, qui n'a rien à voir avec mon travail, mais je suis censée être aussi experte de ça, plus ou moins. Enfin, en tout cas, j'ai la base. On est obligé de l'avoir quand on lance un milieu comme ça. Puis aussi voir comment ça se passe avec ce qu'on appelait la mondaine, ce qu'on appelle aussi aujourd'hui la BRP, la Brigade de répression des proxénétismes. Donc, comment est-ce qu'on travaille avec la police sur ces sujets-là, les sweeties, comment ça peut bien se passer entre des sweeties et des clients, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme technique. Ça m'a appris tellement de choses sur plein de sujets que oui, j'aurais du mal à considérer ça comme un échec. Enfin, même si ça se casse la gueule, même si ça l'est in fine, c'est-à-dire au regard de la rentabilité ou de la pérennité de ce lieu. Pour l'aspect technique pour le coup, mais voilà. Ouais, en termes d'expérience, ça m'aurait rien appris. Peut-être que je me serais dit, j'ai perdu beaucoup dans l'affaire. Là, mais c'est ce qui en ressort un peu de cette conversation. On a l'impression que finalement, il n'y a pas. Alors, il y a bien de temps en temps une période peut-être un peu moins géniale, mais tu vis pas les choses comme des échecs. Trop, hein, c'est pas le mode de pensée. Ouais, bon, ça serait dur quand même de te dire. Parfois, quand les choses fonctionnent pas, j'ai tendance à me remettre beaucoup en question. Ça, c'est vrai, peut-être trop, mais toujours, je pense, quand les choses ne fonctionnent pas, toujours avec si ça se trouve, ça fonctionne pas, et c'est quand même un peu externe à moi, et pas le prendre toujours l'échec. C'est bien de se remettre en question, mais ne pas trop prendre toujours les choses personnellement. Ça, je pense que les femmes le font beaucoup, peut-être, si je peux genrer un peu. Mais je pense que les hommes aussi, mais les femmes en particulier s'attribuent beaucoup de culpabilité même sur ce qu'elles ne maîtrisent pas, mais ce qui ne fonctionne pas de façon générale. Et il y a, c'est un travail de se dire qu'un échec est à la fois la combinaison de quelque chose qu'on n'a pas réussi à un moment T, mais aussi d'un contexte et d'un environnement dont on n'est pas 100% maître. Et bon, après, il n'y a pas que des échecs, il y a que des leçons. Ça, c'est une phrase évidemment qu'on a dû dire plein de fois dans ton podcast, qui est un peu ridicule parce que, enfin, qui est un peu ridicule, qui est vrai. Non, c'est-à-dire qu'on la voit avec des couchers de soleil sur Facebook, et là, ça devient ridicule. Mais en fait, finalement, on en revient à ça, quoi. Oui et non, parce que je pense qu'un échec qui se répète, au bout d'un moment, c'est pas une leçon, c'est un symptôme. C'est un symptôme, ou alors ça renforce un comportement qui n'est pas bien, ou une façon de faire qui n'est pas la bonne. Et des personnes qui font toujours les mêmes échecs, on en connaît tous, et je pense pas que ça soit sain. Donc non, l'échec est toujours ça nous arrive difficile. Même avec nous-mêmes, hein, des fois. On veut changer un truc, puis finalement on replonge dedans. Mais bien sûr. On connaît ce feeling. On connaît le régime qu'on n'a jamais réussi. C'est ça, le summer body qu'on n'a jamais allaité, hein, on est d'accord. Mais voilà, on les connaît, les échecs. Donc on le fait tous là, nos petits trucs qu'on veut arrêter, qu'on n'arrive pas à arrêter. Voilà, on connaît, on vit avec, et tant qu'ils sont pas très importants, ça va. Après les gros échecs, oui, il y en a qui peuvent être un peu traumatisants et qui te structurent pour l'avenir. Ça, je pense que c'est vrai. Et puis oui, faut savoir s'en remettre, et c'est jamais tout à fait facile. Ça dépend des échecs, mais il y en a qui peuvent être très très violents, et c'est très difficile de s'en remettre et de garder une bonne opinion de soi après. Bah oui, exactement. C'était pourquoi ma question tout à l'heure, si cette note avait changé ton opinion de toi-même. Légèrement pour arriver vers la fin de ce podcast. Du coup, on peut réaliser ses fantasmes alors, si je comprends bien, vu l'activité. C'est bon de le faire. Je croyais qu'il fallait pas le faire. Oui, alors on dit souvent, faut pas réaliser ses fantasmes. Alors déjà, nous, nos fantasmes, ils ont une limite qui est celle de la prostitution, donc on peut pas vraiment tout réaliser, tout et n'importe quoi. Par exemple, je peux pas vous dire que vous pouvez coucher avec un pompier demain, puisque le pompier va coucher avec vous, il va s'arrêter à partie non génitale. Donc nous, on a déjà une limite dans le fantasme, et puis en fait, on triche un peu en disant qu'on réalise le fantasme, parce que le fantasme, c'est ce qui se passe dans ta tête, et c'est toujours un moment magique et incroyable. Et nous, on réalise
quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans la tête, mais qui n'est pas exactement ça, et ça va servir à la personne, quand elle va y repenser, d'avoir des émotions, d'avoir du réel, des bons souvenirs à mettre dessus et à faire en sorte que le fantasme se combine aux bons souvenirs. Mais finalement, nous, on crée des souvenirs érotiques pour alimenter les fantasmes réels. Pour alimenter les fantasmes réels. En réalité, c'est plutôt ça qu'on fait. Joli travail d'artisan. Dernière question, c'est nouveau pour cette saison, je pose cette question à la fin. Qui t'aimerait entendre venir raconter ses bides et ses échecs, comme là tu viens de le faire, mais à ta place? Qui t'aimerait entendre ou qui t'aurait aimé entendre? Ça peut être des gens décédés, tant pis, j'aurais plus de mal à les contacter. Mais voilà, qui spontanément comme ça tu aimerais entendre raconter ses échecs? Macron, il était assez impressionnant sur le débat hier, et tu te dis que lui, il doit être, il est assez impressionnant parce que il se débrouille très très bien, il a une vivacité d'esprit qui forge le respect et que peu de personnes ont, mais c'est intéressant de savoir à quel moment, parce qu'il en parle parfois de ses échecs, Macron, comme là il va dans la partie réélection, il est obligé de parler de son bilan, et alors je sais pas si c'est sincère ou je sais pas si ça l'est pas, c'est ça qui m'intéresse. Il dit on n'a pas fait assez vite, assez machin, ou on a fait des erreurs. Tant restant flou sur les erreurs, je trouve ça très intéressant. Et je me demande si il est sincère ou pas là-dessus, et s'il en a vraiment, s'il le ressent vraiment. Et il parle jamais de ce qu'il ressent. Si t'arrives à avoir ça, ce serait incroyable. Mais je crois que déjà lui parler serait incroyable en soi. Je doute un jour qu'Emmanuel Macron arrive dans ce podcast. Après, tu peux avoir Le Pen et les échecs, parce que se tape deux débats présidentiels avec des bides à chaque fois. Ça serait intéressant de débriefer avec elle sur comment elle se sent psychologiquement à la sortie d'un débat avec Macron, parce que ça va être sympa. Mais comment elle s'en remet, et elle s'en est bien remis. Il y a 5 ans, c'était une catastrophe. Elle était sortie complètement perdante du débat présidentiel. Bon, elle a réussi à réattaquer et à avoir une envie d'en découdre une deuxième fois, ce qui est joli en termes de résilience à l'échec. Donc c'est une belle leçon, mais j'aimerais bien savoir dans quel état émotionnel elle est. Ouais. Bon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, pourquoi pas un jour dans Essaye encore pour parler des échecs. On attendra, on verra, on sait pas. Merci en tout cas Flore d'être passée. On rappelle Matriarchie, c'est dispo où? À la Musardine bien sûr, mais sinon à la Fnac, sur Amazon, dans toutes les librairies. Ok, partout dispo. Très bien. On commande ça, on lit ça, et puis vous nous dites ce que vous en pensez. Évidemment, n'hésitez pas à mettre des petits mots, des petits commentaires. Flore, chérie, elle se suit partout aussi, Instagram, Facebook et compagnie. On vous met les liens. Merci Flore d'être passée, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Merci Geoffrey.